Je me suis retrouvé à genoux sur la pierre mouillée, les mains tordues dans le dos, la joue pressée contre le froid désagréable du pavé. Une douleur fulgurante traversait mon corps, mes genoux hurlant de la violence de l'impact. L'odeur de la terre humide, mélangée au goût cuivré du sang que j'avais dû mordre à ma lèvre en tombant, m'emplissait les narines. Au-dessus de moi, des bottes en cuir noir se pressaient, formant un cercle impénétrable. La pluie cinglait toujours, mais ce n'était plus qu'un arrière-plan lointain au chaos qui m'enveloppait. Qui vous a donné la permission de poser la main sur le jeune maître? Une voix d'homme, lourde de rage, gronda juste au-dessus de ma tête. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé ici? Parlez! J'ai essayé de répondre, d'expliquer l'absurdité de la situation, mais un simple grognement s'est échappé de ma gorge. Un genou s'est enfoncé dans mon dos, me forçant davantage contre le sol gelé. Je ne pouvais plus respirer, mes pensées s'embrouillaient. Je ne savais qu'une chose. J'allais mourir ici, dans une cour inconnue, parce que j'avais simplement tenté d'aider un enfant perdu. C'était ça la vie, non? Une suite de malentendus, de bonnes intentions qui finissaient toujours par vous trahir. J'avais 14 ans quand ma mère est partie, 16 quand mon père a été emprisonné. On aurait dit que chaque fois que j'essayais de faire les choses bien, le destin me crachait dans la figure. C'était épuisant. Pourtant, au milieu de cette fureur, une petite voix, étonnamment claire, a percé la nuit. « Arrêtez !» C'était Julien, le petit garçon de 6 ans, ma raison d'être ici. Il se tenait là, au milieu de ces géants menaçants, ses petits yeux rougis, son corps tremblant, mais sa voix portait une certitude féroce. Elle m'a sauvé. Elle m'a ramené à la maison. Ne lui faites pas de mal. Tout s'est arrêté. La pression sur mon dos s'est un peu relâchée. Des chuchotements ont couru parmi les hommes en noir, des questions muettes. J'ai entendu. Le jeune maître n'a jamais parlé comme ça. Jamais. Puis, un autre bruit, celui d'une lourde porte en bois qui s'ouvrait lentement, solennellement. Des pas mesurés sur les marches de pierre. Et comme par magie, chaque homme autour de moi s'est reculé, a baissé la tête et s'est figé comme une statue. J'ai soulevé ma tête avec difficulté, essayant de voir à travers la pluie et mes cheveux collés sur mon visage. C'était lui, Pierre Vitali, l'homme que je n'avais pas encore identifié comme le redoutable baron de la pègre de la côte Est. Il descendait l'escalier, grand, très grand, des cheveux noirs coupés courts et précis, des yeux gris, froids comme l'acier, comme la glace, comme la mort. Il portait un costume noir impeccable, sans un seul faux pli. Même à 3 heures du matin, au milieu d'une tempête, chaque pas qu'il faisait rayonnait d'une puissance absolue, celle qui faisait baisser les yeux aux hommes armés, celle qui épaississait l'air lui-même. Il s'est arrêté, m'a regardé, là par terre, puis a posé son regard sur Julien, qui tremblait sous la pluie. Que se passe-t-il? Sa voix était grave. Il n'a pas crié, il n'a pas rugi. Mais chacun de ces mots était un ordre qu'on ne pouvait refuser. Un homme, Marcel, aux larges épaules et au visage taillé dans la pierre, s'est avancé. « Monsieur, nous avons vu cette femme ramener le jeune maître. Nous la suspectons d'enlèvement. » Nous l'interrogions. L'homme aux yeux gris n'a pas jeté un regard à son subordonné. Il est allé directement vers Julien, s'est agenouillé à sa hauteur, sans se soucier de la pluie qui imbibait son costume hors de prix. « Es-tu blessé? » Sa voix restait froide, mais cette fois j'y ai perçu autre chose. L'inquiétude, la peur, l'amour d'un père. Julien a secoué la tête, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Il m'a désigné. C'est elle qui m'a ramené, papa. Je m'étais perdu. La voiture n'est jamais venue me chercher. Elle m'a trouvé au restaurant et m'a ramené à la maison. Elle n'a rien fait de mal. Pierre s'est levé, ses yeux toujours de glace. Vérifiez les caméras maintenant. 2 minutes plus tard, Marcel est revenu, le visage livide.
Monsieur, les caméras du restaurant Le Dragon Doré le confirment. Le jeune maître est entré seul. Cette femme l'a laissé s'asseoir, puis l'a fait sortir et a appelé un taxi. Elle, elle disait la vérité. Silence, Isim. L'homme aux yeux gris m'a regardé, toujours à terre, trempé jusqu'aux os, mes lèvres virantes au bleu. Laissez-la. Instantanément, la pression a disparu. J'ai été aidé à me relever, mais mes genoux ont fléchi. J'ai dû me stabiliser seul, comme je l'avais toujours fait depuis des années. Je me tenais là, face à l'homme le plus puissant que j'ai jamais rencontré. Il s'est avancé, me dépassant d'une tête entière, me regardant avec des yeux que je ne pouvais déchiffrer. « Pourquoi avez-vous aidé mon fils? » J'ai dégluti. Chaque cellule de mon corps me criait de baisser la tête, de m'excuser, de supplier. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai relevé le menton, j'ai rencontré ses yeux gris et froids, et j'ai répondu d'une voix qui tremblait, mais qui n'était pas faible. Parce qu'il avait besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'une autre raison. Pierre m'a fixé pendant quelques longues secondes sans fin. Puis il s'est tourné vers Marcel et a fait un bref signe de tête. « Faites-la entrer. » J'ai voulu refuser. J'ai voulu faire demi-tour et partir immédiatement, mais mes jambes n'ont pas obéi. J'étais épuisé, trempé jusqu'à la moelle, et le froid me rongeait. Je me suis laissé guider par Marcel à travers l'énorme porte en bois à l'intérieur du manoir. Si l'extérieur était imposant, l'intérieur m'a littéralement coupé le souffle. Le plafond s'élevait à une hauteur incroyable, orné de lustres en cristal qui déversaient une lumière dorée et chaleureuse. Les sols de marbre luisaient, reflétant les silhouettes comme un miroir. Les tableaux aux murs semblaient davantage appartenir à un musée qu'à une habitation. Mon appartement de 35 mètres carrés aurait pu tenir dans un coin de ce salon. Une femme plus âgée est apparue, les cheveux argentés coiffés en un chignon net, le visage sévère, mais les yeux doux lorsqu'ils se sont posés sur Julien. « Jeune maître, oh mon Dieu, vous êtes trempé! » Elle s'est précipitée vers le garçon, s'agenouillant pour le vérifier. « Madame Dubois, emmenez Julien prendre un bain chaud et changez-le, » a ordonné Pierre, sa voix toujours dénuée d'émotion. Julien a hésité, me regardant avec inquiétude. J'ai forcé un sourire rassurant. « Vas-y, mon chou, je vais bien. » Ce n'est qu'alors que le garçon s'est laissé suivre par la gouvernante, bien qu'il ait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à chaque pas. Lorsque Julien a disparu dans l'escalier, Pierre s'est tourné vers moi. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Je me suis assise sur un canapé en cuir couleur crème, me sentant déplacé, comme une tache dans une pièce immaculée. Un domestique est apparu comme par magie et posé une serviette sèche et une tasse de thé chaud devant moi, puis a disparu sans un bruit. J'ai soulevé la serviette et essuyé mon visage, mes cheveux, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Pierre s'est assis en face de moi, une jambe croisée sur l'autre, décontracté dans sa posture, mais les yeux aussi perçants qu'une lame. Il m'étudiait comme s'il pesait une menace potentielle. Le silence s'est étiré jusqu'à en devenir irrespirable. Puis Pierre a sorti une épaisse enveloppe de la poche intérieure de son costume, l'a posée sur la table basse en verre entre nous et l'a glissée vers moi. « Ouvrez-la. » J'ai regardé l'enveloppe, puis lui, et je n'ai pas bougé. Pierre a légèrement incliné la tête. 100 000 € en espèces, c'est mes remerciements pour avoir ramené mon fils sain et sauf. 100 000 €, 20 fois ce que j'avais réussi à économiser en 5 ans, assez pour changer ma vie. Ouvrir une petite boulangerie, rembourser mes dettes, aider Tati Louise à vivre sans compter chaque euro comme si c'était un battement de cœur. Pierre a poursuivi, sa voix monocorde comme s'il lisait un contrat. Tout le monde a un prix, mademoiselle Moreau. J'ai juste besoin de savoir quel est le vôtre. Vous voulez plus? Dites-le. J'ai fixé l'enveloppe d'argent. Et puis j'ai fait quelque chose que je ne comprenais pas entièrement moi-même. J'ai repoussé l'enveloppe vers Pierre. Je ne l'ai pas faite pour l'argent.
Pour la première fois, j'ai vu un éclair de surprise traverser ses yeux froids juste un instant. Puis il a disparu, mais je l'avais vu. Alors, que voulez-vous? A-t-il demandé, sa voix plus grave. Un travail? Une voiture? Un meilleur appartement que le trou à race où vous vivez? Je me suis levé, mes jambes encore instables, mais ma voix ferme. Je veux rentrer chez moi et dormir. Je dois être debout à 6 heures demain matin pour le travail. Pierre n'a rien dit. Il m'a seulement regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, comme si j'étais une énigme qu'il ne pouvait résoudre. 2 petits pas ont résonné dans l'escalier. Julien est descendu en courant, vêtu d'un pyjama bleu, ses cheveux encore humides. Il est allé droit vers moi et a enlacé ma jambe, comme s'il avait peur que je disparaisse. « Tu pars? Tu viendras me voir? » J'ai senti mon cœur se serrer comme si quelqu'un l'avait comprimé dans son poing. Je me suis agenouillé à la hauteur du garçon et j'ai doucement lissé ses cheveux encore mouillés. Je ne sais pas, mon chou. Julien m'a regardé, ses grands yeux remplis d'espoir et de peur. Je veux te revoir. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai seulement offert d'un sourire triste. Je me suis levé et j'ai regardé Pierre. Excusez-moi. Pierre a observé la scène en silence. Pour la première fois en 4 ans, depuis le départ de Claire, son fils s'était approché d'une étrangère de son propre gré. Pour la première fois, Pierre avait vu Julien s'accrocher à quelqu'un, essayant de les retenir. Il a fait un signe de tête à Marcel. Ramenez mademoiselle Moreau chez elle en toute sécurité. J'ai franchi la porte sans me retourner. La lourde porte en bois s'est refermée derrière moi. Mais à l'intérieur, près de la fenêtre, Julien était toujours là, regardant la voiture noire disparaître dans la nuit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir que l'obscurité et la pluie. En chemin dans la voiture noire de Marcel, je suis restée silencieuse, fixant la vitre. La pluie tombait toujours, de longues gouttes glissant sur la vitre comme des larmes. Je n'arrêtais pas de revoir les yeux de Julien quand il m'avait demandé si je viendrais le voir. Ce regard remuait des souvenirs que j'avais essayé d'enfouir il y a longtemps. Marie Moreau n'avait pas toujours été si seule. Il fut un temps où j'avais une famille, un toit au-dessus de ma tête, une vie normale comme n'importe quel autre enfant. Notre petit appartement de Montmartre n'avait rien de spécial. La peinture s'écaillait par endroits, de vieux parquets qui craquaient à chaque pas. Mais pour moi, c'était le monde entier. Mon père, François Moreau, travaillait comme comptable pour une entreprise de construction. Il n'était pas riche. Il n'était pas puissant. C'était juste un homme ordinaire avec un sourire doux et des mains rugueuses à force de prendre des petits boulots le week-end. Ma mère, Suzanne Moreau, était infirmière à l'hôpital local. Elle avait des cheveux bruns comme les miens. Elle riait comme je riais et elle portait une chaleur que j'avais toujours espéré hériter. Nous n'étions pas riches, mais ce petit appartement était toujours rempli de rire. Chaque soir, la famille s'asseyait autour de notre petit étal et racontait les histoires de la journée. Chaque week-end, nous allions pique-niquer au parc, mangeant les sandwichs que ma mère préparait, jouant à chat jusqu'au coucher du soleil. J'étais enfant unique, le centre de ce petit univers parfait. Puis, quand j'ai eu 14 ans, cet univers s'est effondré. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer de stade 3. Notre assurance maladie n'était pas suffisante pour couvrir le coût exorbitant de la chimiothérapie. J'ai vu mon père passer d'un homme joyeux à un fantôme maigre et vide, veillant toute la nuit à essayer de trouver de l'argent. Il a pris 2 emplois supplémentaires, emprunté à des parents, à des amis, puis à des gens à qui il n'aurait jamais dû emprunter. Quand toutes les sources se sont taries, il a commencé à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais cru pouvoir faire. Il a commencé à voler de l'argent à l'entreprise. 8 mois. C'est tout le temps que nous avons eu. 8 mois à regarder ma mère dépérir dans un lit d'hôpital. 8 mois à entendre mon père pleurer la nuit quand il pensait que personne ne l'entendait. 8 mois où l'espoir et le désespoir se sont entrelacés jusqu'à ce que je ne puisse plus les distinguer. Ma mère est décédée une nuit d'hiver, la neige tombant devant la fenêtre de l'hôpital.
Je lui ai tenu la main jusqu'à la toute dernière seconde. La dernière chose qu'elle m'a dite, sa voix aussi faible qu'un souffle, fut « Ne dépends jamais de personne, mon chou. Promets-moi, Marie. » J'ai promis. 2 ans plus tard, la police est venue frapper à la porte. Mon père a été arrêté pour détournement de fonds, 15 ans de prison. J'avais 16 ans, je me tenais là et je les ai vus menotter mon père et l'emmener. Il n'a pas regardé en arrière. Peut-être qu'il avait trop honte. Peut-être qu'il ne pouvait pas supporter mes yeux. J'ai été placé en famille d'accueil. 3 familles en 2 ans. La première me traitait comme une aide gratuite. Le père de la deuxième me regardait d'une manière qui me faisait verrouiller la porte de ma chambre chaque nuit. La troisième ne se souciait tout simplement pas de mon existence. Finalement, Tati Louise, la sœur de ma mère, m'a recueilli. Ma tante n'était pas riche non plus. Elle nettoyait des bureaux pour vivre, survivant dans un petit appartement d'une pièce. Mais elle m'a donné quelque chose que ces 3 familles n'avaient jamais fait, une véritable attention. À partir de 16 ans, j'ai commencé à travailler, faisant la plonge, tenant une caisse, servant des tables, nettoyant, tout ce qui rapportait de l'argent. J'ai terminé le lycée par pure volonté, pas par chance. L'université était un rêve de luxe auquel je n'osais pas penser. Maintenant, à 27 ans, je vivais dans un studio de 35 mètres carrés à Belleville. Les murs étaient si fins que j'entendais les voisins se disputer. Il y avait tellement de cafards que je leur avais donné des noms. Mais c'était mon chez-moi, payé avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Après 5 ans de travail non-stop, j'avais économisé 4 500 €. Cet argent était mon petit rêve obstiné. Une boulangerie, un endroit qui m'appartiendrait. Chaque mois, j'envoyais toujours de l'argent à Tati Louise. Je n'aimais personne. Je ne faisais confiance à personne. Je ne dépendais de personne. Tout comme je l'avais promis à ma mère, j'avais appris la leçon très tôt. La vie ne donne rien gratuitement à personne. Si tu veux survivre, tu dois te tenir sur tes 2 pieds. Parenthèse de l'autrice. Je dois avouer que quand je repense à tout ça, je me dis « Mais Marie, tu étais complètement folle, non? Genre, un gamin de 6 ans, perdu, et toi tu le ramènes dans une baraque digne d'un film de gangster en plein Paris. N'importe qui d'autre aurait filé droit au commissariat. Mais quelque chose m'a poussé. C'était ce regard dans les yeux de Julien, vous voyez? Cette sorte de vieille tristesse chez un enfant. Comment tu peux ignorer ça? Surtout quand tu sais ce que c'est de se sentir seul au monde. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché, une vieille blessure qui se réveillait. Et puis la suite, c'était juste de l'absurdité pure, mais une absurdité qui a changé ma vie. Pas sûr que je referais le même choix aujourd'hui, mais à l'époque, ça semblait juste logique d'une manière tordue. C'est dingue, non? 2 semaines se sont écoulées. J'ai essayé d'oublier cette nuit comme si elle n'avait été qu'un étrange rêve. Je suis retourné au Dragon Doré, j'ai attaché mon tablier noir familier, j'ai servi mes clients habituels et j'ai offert mes sourires routiniers. Tout était revenu à la normale. Du moins, c'est que je n'arrêtais pas de me répéter. Sophie, ma meilleure amie, qui travaillait le même corps, n'arrêtait pas de me presser. « Mais où diable es-tu allé cette nuit-là? Je t'ai appelé au moins 10 fois. Tu n'as pas répondu. Je croyais que tu étais morte. » J'ai haussé les épaules. J'ai raccompagné un gamin. C'est tout. Fin de l'histoire. Sophie m'a regardé, méfiante, mais elle n'a pas insisté. La vie a continué son cours. Travail, maison, dodo, épargne recommence. Je comptais chaque euro, regardant le chiffre de mon compte épargne augmenter aussi lentement qu'une tortue. Le rêve de la boulangerie était encore lointain, mais au moins, j'avançais vers lui. Puis, les choses étranges ont commencé. La 5e nuit après mon retour au travail, un client ivre m'a attrapé le poignet alors que je débarrassais d'une table. « Hé, ma belle, t'es jolie. Donne-moi ton numéro. » J'ai retiré ma main d'un coup sec, la colère éclairant mes yeux. « Lâchez-moi. »
L'homme ivre a grogné, tendant la main à nouveau, mais avant que je puisse réagir, deux hommes vêtus de noir sont apparus de nulle part. Ils ont poliment invité l'homme ivre à sortir d'une manière qui ne laissait aucune place au refus. Il n'est pas revenu. Je me suis tenu là, le cœur battant, me demandant ce que je venais de voir. Quelques jours plus tard, mon propriétaire a appelé. Mademoiselle Moreau, je vous informe que votre loyer sera réduit de 20% à partir du mois prochain. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Pourquoi? Nouvelle politique du bâtiment. Il a raccroché. Il n'y avait pas de nouvelle politique, je le savais. Puis j'ai commencé à remarquer la voiture. Une berline noire garée à environ 50 mètres de chez moi chaque soir quand je rentrais du travail. Toujours au même endroit. Toujours la même voiture. Jamais en mouvement. Ne laissant jamais complètement éteindre ses phares, la peur a commencé à s'insinuer dans mon esprit comme un poison. Je me suis souvenu de l'énorme manoir, des hommes avec des armes, des yeux froids de Pierre Vitali. Je savais trop de choses. J'avais trop vu. Je savais qui ils étaient. Et dans leur monde, les gens qui en savaient trop ne vivaient pas longtemps. J'ai commencé à acheter un couteau de poche. J'ai appris à tenir une bombe lacrymogène pour pouvoir l'utiliser rapidement. J'ai arrêté de prendre des raccourcis, arrêté de rentrer tard, arrêté de sortir seul après la tombée de la nuit. Chaque ombre ressemblait à une menace. Chaque bruit étrange faisait bondir mon cœur. Une nuit, j'ai pris la main de Sophie et l'ai regardée droit dans les yeux. Je suis sérieuse. Si je disparais, tu appelles les flics. Dis-leur de chercher les gens Vitali. Sophie est devenue pâle. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas vivre comme ça éternellement. Me réveiller dans la peur chaque jour, m'endormir dans l'effroi chaque nuit. Chaque seconde, j'avais l'impression d'attendre que la mort frappe à ma porte. Non. J'avais survécu à la mort de ma mère, à l'emprisonnement de mon père, au système de placement, 11 ans à me débrouiller seul. Je n'étais pas le genre de personne à rester assise à attendre de mourir. S'ils voulaient me tuer, je les regarderais dans les yeux quand ils le feraient. Le lendemain soir, quand mon quart s'est terminé, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis dirigé droit vers la voiture noire. Je pensais qu'ils voulaient me tuer. Je me suis trompé. La vérité était bien plus surprenante. Je suis sorti dans la nuit, mon cœur battant fort, mais mes pas étaient assurés. La voiture noire était là, silencieuse comme un prédateur à l'affût, ses phares projetant une lueur terne sur le trottoir mouillé. Je suis allé droit vers elle, sans hésitation, sans regarder en arrière. Ma main serrait la bombe lacrymogène dans la poche de mon manteau, mais je savais que ça ne signifierait rien s'il voulait vraiment ma mort. Je me suis arrêté à la porte, côté conducteur, j'ai levé la main et j'ai frappé fort sur la vitre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sortez. Ma voix a porté dans la nuit, tremblante mais pas faible. Faites ce que vous avez à faire. J'en ai marre d'avoir peur. Le silence s'est étiré pendant quelques secondes qui ont semblé des siècles. Puis la porte s'est ouverte. J'ai reculé d'un pas, resserrant ma prise sur le spray, me préparant au pire. Mais l'homme qui est sorti ne tenait pas d'arme. Ce n'était pas un couteau. C'était l'homme que j'avais rencontré cette nuit-là. Celui au visage taillé dans la pierre. Celui qui avait rapporté à Pierre que j'étais une kidnappeuse présumée. Marcel Rossi. Il est sorti et a lentement levé les 2 mains à hauteur d'épaule, paume ouverte, montrant qu'il n'avait pas d'arme. Mademoiselle Moreau, s'il vous plaît, restez calme. Je ne suis pas votre ennemi. Je n'ai pas baissé ma garde. Alors pourquoi vous me suivez depuis 2 semaines? L'homme ivre au restaurant. Mon loyer qui baisse. C'était vous, n'est-ce que bon? Marcel a baissé les mains et a hoché la tête. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Monsieur Vitali a donné l'ordre de vous protéger. J'ai figé, certaine d'avoir mal entendu. Protéger. Je n'ai besoin de personne pour me protéger. Et pourquoi me protégerait-il? Marcel m'a regardé et quelque chose dans ses yeux s'est légèrement adouci, comparé à la froideur dont je me souvenais.
À cause du jeune maître Julien, j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Julien. Le jeune maître demande de vos nouvelles tous les jours, mademoiselle Moreau. Tous les jours. Il demande quand Marie vient. Il demande si Marie va bien. Il demande pourquoi Marie n'est pas revenue. J'ai dégluti, la gorge sèche. Il me manque. On ne s'est rencontré qu'une fois. Marcel a expiré comme s'il pesait ce qu'il allait dire. Vous êtes la première personne à qui le jeune maître s'est ouvert après la mort de sa mère. Il ne parle à personne d'autre que le patron et Madame Dubois. Pas d'amis, pas de parents. Il a vécu comme une ombre dans cette maison jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Depuis combien de temps sa mère est-elle partie? 4 ans. Le jeune maître n'avait que 2 ans quand Madame est décédée. 4 ans. 2 ans. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Je me suis souvenu de moi-même à 14 ans, de la main froide de ma mère dans la mienne, du moment vide où j'avais compris que j'étais complètement seul au monde. J'avais quand même eu 14 ans avec ma mère. Julien n'en avait eu que 2. 2 ans si courts que le garçon ne se souvenait probablement même plus du visage de sa mère. Le patron aime le jeune maître plus que tout au monde, a poursuivi Marcel, sa voix grave. Mais il ne sait pas comment le montrer. Il ne sait pas comment donner au garçon ce dont il a vraiment besoin. Il pense que l'argent et la protection suffisent, mais ce n'est pas le cas. Il a fait une pause, me regardant, puis il a vu comment le jeune maître vous regardait. Il a vu comment il s'accrochait à vous, et il a compris que peut-être vous pouviez lui donner quelque chose qu'il ne pouvait pas. Je me suis tenu là dans la nuit froide, regardant au loin comme si je pouvais voir à travers l'obscurité jusqu'au manoir de la Défense. Quelque part là-bas, un garçon de 6 ans était assis près d'une fenêtre, attendant une femme qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois, par une nuit d'orage et de pluie. 2 mois se sont écoulés depuis cette nuit où j'avais confronté Marcel à côté de la voiture noire. 2 mois de réflexion, d'insomnie, à me demander ce que j'étais censé faire. Finalement, j'ai décidé de faire ce dont je rêvais depuis des années. J'ai retiré chaque euro que j'avais économisé, les 4 000 en naissant. J'ai emprunté 3 000 de plus à Tecti Louise et j'ai ouvert une petite boulangerie, sucre et épices. Le nom que j'avais en tête depuis mon adolescence, à l'époque où ma mère était encore en vie et cuisinait avec moi le dimanche après-midi. La boutique se trouvait à un coin tranquille de Montmartre, loin du bruit de Belleville, loin des souvenirs de cette nuit pluvieuse qui avait changé ma vie. C'était minuscule, seulement 5 tables en bois et une vitrine en verre pour les pâtisseries. Mais pour moi, c'était le monde entier. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui m'appartenait vraiment. Le travail était brutal. Je me levais à 4 heures du matin pour pétrir la pâte, faire des gâteaux et tout mettre en place avant l'ouverture à 7 heures. Les clients arrivaient par vagues dispersées, principalement des employés de bureau s'arrêtant pour un café et des croissants avant le travail, quelques mères poussant des poussettes pour se reposer à midi. Les revenus n'étaient pas encore suffisants pour éponger mes dettes, mais au moins je vivais de ma passion. Cet après-midi-là, vers 3 heures, alors que la boutique était calme et que j'essuyais le comptoir, une limousine noire élégante s'est arrêtée brutalement devant la porte. Je me suis figé, le chiffon toujours à la main, mon cœur battant la chamade. La porte de la voiture s'est ouverte. Un garçon en est sorti. Un uniforme d'école privée bleu marine. Une chemise blanche, une cravate rayée parfaitement en place, des cheveux noirs soigneusement peignés en arrière, et ses yeux trop vieux pour son âge. Les yeux que je ne pourrai jamais oublier, Julien. Son visage s'est illuminé dès qu'il m'a vu à travers la vitre. Il a poussé la porte, a couru à l'intérieur, et avant que je puisse dire un mot, il s'est jeté dans mes bras. « Mademoiselle Marie, je t'ai trouvée. » Je suis resté là, mes mains en l'air pendant quelques secondes, puis je les ai lentement abaissées, enveloppant le garçon dans mes bras. Il était si petit, si fragile, et il s'accrochait à moi comme si j'étais la seule bouée de sauvetage dans une mer vaste et vide. « Julien, comment es-tu ici? » Le garçon a levé la tête, souriant vivement.
J'arrêtais pas de demander. Papa, papa disait que tu étais occupé, mais tu me manquais. Tu me manquais tellement. Je l'ai conduit à une table près de la fenêtre et lui ai apporté une assiette de cookies aux pépites de chocolat fraîchement cuits et une tasse de lait chaud. Il a mangé avec faim comme si c'était le meilleur repas qu'il ait jamais eu, même si je savais qu'il avait un chef privé à la maison qui préparait de la nourriture qui coûtait 100 fois plus cher. Je te manquais? J'ai demandé doucement. On ne s'est rencontrés qu'une fois. Julien a arrêté de mâcher, a baissé la tête et sa voix est devenue plus petite. Tu étais la première personne qui n'a pas eu peur de moi. Peur de toi? Qui aurait peur de toi? Tout le monde. Il a posé son cookie, son regard perdu dans le vide. À l'école, personne ne joue avec moi. Leurs parents leur disent de rester loin. Ils ont peur de mon père. Il a fait une pause. À la maison, il n'y a que Madame Dubois et papa. Mais papa est toujours occupé. Papa n'a jamais le temps. J'ai senti mon cœur se serrer comme si quelqu'un l'avait enlacé de sa main. Un garçon de 6 ans, avec tout l'argent du monde, est si seul qu'un seul acte de gentillesse d'une étrangère, une seule fois, était devenu quelque chose qu'il ne pouvait pas lâcher. Ta maman te manque? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. J'ai voulu la retenir instantanément. Mais il était trop tard. Julien est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a secoué la tête. Je ne me souviens pas de son visage. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Je me souviens seulement de l'odeur, la lavande. Parfois, je la sens quelque part et je pense que maman est prête. Mais elle ne l'est pas. J'ai senti les larmes monter. J'ai dégluti difficilement, essayant de garder ma voix stable. J'ai perdu ma maman aussi. Je sais ce que ça fait. Julien a levé la tête, ses yeux grands. Vraiment? Toi aussi tu n'as pas de maman? J'ai hoché la tête et je ne me fiais plus à ma propre voix. J'ai vu ses yeux commencer à rougir, j'ai vu sa bouche trembler, j'ai vu le mur qu'il avait construit pendant 4 ans commencer à s'effriter. Puis Julien a pleuré. Pas fort, pas avec des sanglots, juste des larmes silencieuses glissant sur ses joues, tombant sur son uniforme d'école impeccable, tombant sur le cookie à moitié mangé. Je n'avais jamais le droit de pleurer, a-t-il dit, sa voix épaissie. Papa dit que les hommes ne pleurent pas. Papa dit que les hommes vitalisés ne pleurent pas. Je n'ai pas parlé. Je me suis levé, j'ai contourné la table, je me suis agenouillé à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Pleure, c'est normal, je suis là. Et Julien a pleuré pour la première fois en 4 ans dans les bras d'une femme qu'il connaissait à peine, une étrangère qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois par une nuit d'orage et de pluie. Il a pleuré pour une mère dont il ne se souvenait pas du visage, pour une solitude pour laquelle il n'avait pas de mots, pour les années où il avait été forcé de faire semblant d'être fort alors qu'il n'était qu'un petit garçon de 6 ans. Scène vue par Marcel Rossi, le bras droit de Pierre. Je me tenais près de la limousine noire sous la pluie fine, observant l'intérieur de la petite boulangerie. C'était un endroit sans prétention, avec ses petites tables en bois et des pâtisseries bien rangées derrière la vitre. Je voyais le jeune maître Julien à une table, dévorant un cookie, et Mademoiselle Moreau, elle était assise avec lui, parlant doucement. Mais ce n'était pas son visage qui a attiré mon attention, c'était celui de Julien. Le petit avait toujours été si retenu. Depuis la mort de Madame Claire, il était comme une ombre. Même avec le patron, ses interactions étaient mesurées, respectueuses, mais toujours avec cette distance. Jamais un déferlement émotionnel, jamais une véritable expression de sa peine. Le patron le savait, bien sûr. On en avait parlé. L'argent, la protection, les meilleurs chefs et précepteurs, rien ne semblait atteindre cette solitude d'enfant. C'était déchirant à voir, surtout pour le patron, même s'il ne le montrait jamais. Mais là, à travers la vitre, j'ai vu le visage de Julien changer. Sa petite bouche a commencé à trembler, ses yeux se sont embués, et puis les larmes sont venues, silencieuses d'abord, puis plus abondantes. Il s'est effondré,
la tête sur les bras. Mademoiselle Moreau s'est agenouillée à côté de lui. Elle l'a serré contre elle. Elle lui a parlé doucement, mais je n'ai pas entendu les mots. J'ai seulement vu la façon dont Julien s'accrochait à elle, comme à une bouée de sauvetage. 4 ans. 4 ans que ce gamin portait son chagrin seul, avec cette idée absurde que les hommes Vitali ne pleuraient pas. C'était fort. Une scène à laquelle j'étais sûr que le patron aurait voulu assister, même s'il se serait probablement reproché de ne pas être celui qui avait brisé cette carapace. J'ai tourné le dos à la fenêtre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Pierre. « Patron, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Sa voix grave a répondu. « Le jeune maître, il pleure. Et Mademoiselle Moreau est avec lui. Je crois qu'elle a brisé la glace. » J'ai senti une pointe d'émotion que je me suis empressé de refouler. C'était bon pour le gamin, ça. Vraiment bon. Une semaine après cet après-midi, Julien est venu à la boulangerie 2 fois de plus. Chaque fois, la limousine noire s'arrêtait devant. Le garçon courait à l'intérieur avec un grand sourire sur le visage, et j'ai senti mon cœur s'échauffer un peu. Il était plus heureux. Il riait davantage. Il parlait plus. Il n'était plus qu'être ombre silencieuse aux yeux trop vieux pour son âge, mais devenait lentement ce qu'il était censé être, un enfant de 16 ans, au sens le plus vrai du terme. Je lui ai appris à faire des cookies, le laissant se tenir sur un tabouret pour qu'il puisse atteindre le plan de travail, ses petites mains pétrissant la pâte maladroitement, mais avec une pure excitation. Je lui ai raconté des contes de fées, sur une princesse endormie dans les bois, sur un prince sur un cheval blanc, sur des fins heureuses que la vraie vie donne rarement. Je l'ai aidé avec ses devoirs, surprise par son intelligence, lisant des mots que la plupart des enfants de 6 ans avaient encore du mal à déchiffrer. Chaque après-midi, quand Julien partait, il me serrait fort dans ses bras et posait la même question. « Je peux venir demain? » Et chaque fois, j'ai hoché la tête. Je ne sais pas si c'était la bonne décision. C'était facile de se laisser emporter par l'affection de Julien, par la joie qu'il trouvait ici. Mais son père, Pierre, c'était un monde que je ne connaissais pas et que je ne voulais pas connaître. Me faisais-je aveugler par un sentiment que je n'aurais jamais cru retrouver, une sorte d'amour filial? C'était effrayant. Le jeudi après-midi, vers 4 heures, j'essuyais les tables quand j'ai entendu le bruit familier d'un moteur à l'extérieur. Mais quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu la limousine noire. Au lieu de cela, une Maserati noire élégante était garée au bord du trottoir, si chère qu'elle semblait déplacée dans cette rue tranquille. La porte s'est ouverte. Pierre Vitali est sorti seul. Pas de garde du corps, poste de Marcel, juste lui. Dans un costume gris impeccable, les cheveux noirs lissés en arrière et les yeux d'acier fixés sur ma boulangerie. J'ai senti l'air s'épaissir. Ma main a serré le chiffon de nettoyage, si fort que mes jointures sont devenues blanches. Il a poussé la porte et est entré. La petite clochette a tinté, mais ce son joyeux a soudainement semblé menaçant à cet instant. Pierre s'est tenu près de l'entrée, scrutant ma petite boutique. Les tables en bois usé, la vitrine en verre, les imprimés floraux que j'avais accrochés au mur pour cacher une fissure. Puis, il m'a regardé. « Mademoiselle Moreau. »« Monsieur Vitali. » Ma voix est sortie plus calme que je ne m'y attendais. La tension s'est répandue comme un brouillard invisible. Les 2 clients assis à l'intérieur ont senti quelque chose, ont échangé un regard, puis se sont levés discrètement, ont laissé de l'argent sur la table et sont sortis sans un mot. Pierre s'est dirigé vers la table, près de la fenêtre où Julien s'asseyait habituellement, et il s'est assis. Il n'a pas demandé la permission. Les hommes comme lui ne le faisaient jamais. J'ai hésité une seconde, puis je suis allé m'asseoir en face de lui. Nous nous sommes regardés en silence. Pierre a parlé le premier. « Vous avez changé mon fils. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien fait, je l'ai juste écouté. C'est ce que je ne peux pas faire. Sa voix a baissé et pour un bref éclair, j'ai vu quelque chose dans ses yeux froids.
la douleur, l'impuissance, la culpabilité. Puis c'est parti aussi vite que c'était apparu. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis restée silencieuse. Pierre a continué, sa voix retrouvant sa froideur familière. Vous savez qui je suis, vous savez ce que je fais. Pourquoi laissez-vous encore Julien venir ici? J'ai rencontré son regard sans ciller. Parce que Julien n'est pas vous. C'est juste un enfant de 6 ans qui a besoin de quelqu'un pour l'aimer. Ce que vous faites, qui vous êtes, n'a rien à voir avec lui. Silence. Pierre m'a observé avec une expression indéchiffrable. Je savais que je venais de dire quelque chose que personne d'autre n'osait probablement lui dire, mais je m'en fichais. C'était de la vérité. Puis Pierre a parlé, son ton monocorde, comme s'il discutait d'un contrat commercial. Je veux que vous soyez officiellement le tuteur de Julien. Salaire, 8 000 € par mois. J'ai failli m'étouffer. 8 000 €. 3 fois ce que je gagnais avec la boulangerie pendant mes meilleurs mois. 8 000 € pourquoi? Lui apprendre, jouer avec lui donner ce que je ne suis pas capable de donner. J'ai secoué la tête et je me suis levé. Je ne veux pas m'empêtrer dans votre monde. Pierre s'est levé aussi, me dépassant de presque une tête, me regardant avec ses yeux perçants. Vous vous y êtes empêtré la nuit où vous l'avez fait, mademoiselle Moreau. Au moment où vous avez pris la main de mon fils et l'avez ramené à la maison. La question maintenant est de savoir si vous continuez à fuir ou si vous y faites face. Il a sorti une carte de visite noire de la poche de son costume et l'a posée sur la table. Réfléchissez-y, appelez-moi quand vous aurez décidé. Puis il s'est retourné, est sorti de la boutique, est remonté dans la voiture et a disparu dans le trafic du soir. Je me suis tenu là, fixant la carte de visite sur la table comme si c'était une bombe prête à exploser. 5 minutes plus tard, la sonnette a de nouveau retenti. Julien est entré en courant, les joues rougies, respirant difficilement. « Mademoiselle Marie, papa est venu. Qu'est-ce que papa t'a dit? Tu es fâché contre lui? » J'ai regardé le garçon, ses yeux pleins d'inquiétude et d'espoir, et je ne savais pas comment répondre. Que feriez-vous à ma place? C'est le genre de situation qui vous fait vriller. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je gisais sur le lit étroit de mon appartement exigu, les yeux fixés sur le plafond taché d'humidité, mes doigts tenant la carte de visite noire de Pierre Vitali, des lettres argentées en relief sur le noir, seulement un nom et un numéro de téléphone, pas de titre, pas d'adresse. Les hommes comme Louis n'avaient pas besoin de ces choses. J'ai tourné la carte encore et encore, nuit après nuit, pensant, me tortillant dans mes draps, me demandant ce que je faisais. Finalement, j'ai appelé Sophie. « Tu es folle? » La voix de Sophie a retenti au téléphone, stridente, presque en criant. « La mafia, M-A-F-I-A. Tu n'as jamais regardé un film? Les gens meurent comme des mouches dans ces mondes. Tu veux finir en cadavre flottant dans la Seine? » J'ai expiré. « Je sais, mais Julien n'est pas ton enfant. » A coupé Sophie, sèche. C'est le fils d'un chef mafieux. Il a une armée pour le protéger. Il n'a pas besoin de toi. Ne laisse pas tes sentiments t'aveugler, Marie. Je suis sérieuse, ce n'est pas une blague. Je savais que Sophie s'inquiétait pour moi. Je savais que mon ami avait raison, selon la logique ordinaire. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je ne voyais pas des armes ou le danger. Je voyais les yeux de Julien quand il avait pleuré dans mes bras. Je voyais son sourire quand il avait fait son premier cookie. Je voyais la façon dont il s'accrochait à moi chaque fois qu'il arrivait et chaque fois qu'il partait, comme s'il était terrifié que je disparaisse. J'ai mis fin à l'appel avec Sophie et j'ai appelé Tati Louise. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. La nuit de pluie, le garçon perdu, le manoir, le chef mafieux, l'offre. Tati Louise a écouté en silence, sans m'interrompre, sans juger. Quand j'ai fini, le silence a duré quelques secondes. Puis ma tante a parlé doucement. « Tu aimes ce garçon. Je l'entends dans ta voix. » J'ai senti mes yeux me brûler. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire?
Je pense que tu as déjà décidé, mon chou. Tu as juste besoin de quelqu'un pour te donner la permission. Silence, je n'ai pas trouvé les mots. Tati Louise a soupiré à l'autre bout du fil. Sois prudente, Marie. Garde tes limites et n'oublie jamais le chemin de la maison. Toujours te souvenir du chemin de la maison. Cette nuit-là, je me suis assis seul près de la fenêtre, regardant la rue vide. J'ai pensé à Julien, à la façon dont il souriait quand il mangeait des cookies aux pépites de chocolat, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand je lui racontais des contes de fées, au son empressé de Mademoiselle Marie, chaque fois qu'il entrait dans la boutique. J'ai pensé à lui pleurant dans mes bras. 4 ans de larmes retenues, les larmes d'un enfant qui n'avait pas le droit d'être un enfant. Puis j'ai pensé à moi-même. 14 ans, debout dans un hôpital, regardant ma mère fermer les yeux pour la dernière fois. Personne ne m'avait tenu. Personne ne m'avait dit que c'était normal de pleurer. J'avais affronté cette douleur seul, grandi seul, me suis relevé seul chaque fois que je tombais. Si quelqu'un avait été là pour moi alors, si je pouvais être cette personne pour Julien. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé la carte de visite une dernière fois et j'ai composé le numéro. La ligne a sonné 2 fois. Mademoiselle Moreau. La voix de Pierre a retenti, sans surprise, comme s'il avait attendu cet appel. Monsieur Vitali, j'accepte. Un court silence, mais j'ai des conditions. J'ai pris une lente inspiration. Je garde la boulangerie, je viens chez vous 3 après-midi par semaine et vous n'avez pas le droit de me donner des ordres comme à une employée. Je viens pour Julien, pas pour votre argent. Le silence s'est étiré. J'ai retenu mon souffle, attendant. Puis la voix de Pierre est revenue, toujours froide, mais avec autre chose à l'intérieur. Très bien. 6 mois sont passés plus vite que je ne l'avais imaginé. 3 après-midi par semaine, j'allais au manoir Vitali à la Défense, franchissant l'énorme portail de fer qui ne me faisait plus peur comme avant. J'aidais Julien avec ses devoirs, toujours surprise par son acuité d'esprit, à quel point son intelligence semblait dépasser son âge. Je jouais à des jeux de société avec lui, perdant volontairement juste pour voir ce sourire lumineux et victorieux se dessiner sur son petit visage. Je lui apprenais à faire des pâtisseries dans une immense cuisine que le chef privé de la famille Vitali avait cédé avec une réticence palpable, sa bouche serrée, mais il n'osait pas dire un mot. Je lui racontais des contes de fées avant de dormir, assise à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration se régularise et que ses yeux se ferment enfin. Madame Dubois m'avait regardé avec suspicion au début. La vieille gouvernante était auprès de la famille Vitali depuis avant la naissance de Julien, avait vu Madame Claire s'éteindre, avait pris soin du jeune maître de ses propres mains pendant 4 longues années. Elle ne faisait pas confiance aux étrangers, surtout pas à une jeune femme qui était apparue de nulle part et était soudainement autorisée par le patron à se rapprocher du garçon le plus précieux de cette maison. Mais ensuite, elle a vu la façon dont je regardais Julien, la façon dont je le tenais, la façon dont j'écoutais chaque fragment de ces petites histoires, comme si chacune était la chose la plus importante au monde. Après 1 mois, Madame Dubois a commencé à me faire du thé chaque fois que je venais. Après 2 mois, elle a commencé à mettre une assiette supplémentaire au dîner. Après 3 mois, elle m'a pris la main et a dit, sa voix tremblante, « Vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée au jeune maître. Merci. » J'ai aussi commencé à observer le monde de Pierre. J'ai vu les réunions à huis clos dans son bureau, la lourde porte en bois hermétiquement fermée, mais pas assez pour étouffer complètement les voix dures à l'intérieur. J'ai vu des hommes en costume coûteux entrer avec la peur sur leur visage, puis ressortir soit soulagés, soit pâles comme un cadavre. J'ai vu Marcel et l'équipe de sécurité toujours sur le qui-vive, les mains jamais loin de leur veste où je savais qu'ils gardaient leurs armes. J'ai vu les appels téléphoniques au milieu de la nuit, les voyages soudains, les échymoses qui apparaissaient parfois sur les mains de Pierre et qu'il n'expliquait jamais. Mais j'ai vu d'autres choses aussi. J'ai vu Pierre rentrer plus tôt les jours où j'étais là,
comme s'il voulait voir son fils avant que le garçon n'aille dormir. Je l'ai vu s'asseoir près du lit de Julien et lire d'une voix grave chaque fois que le garçon le demandait. Même si je savais qu'il devait être épuisé après une journée complète à gérer le monde souterrain, j'ai vu la façon dont il regardait son fils endormi, ses yeux s'adoucissant pour devenir ceux d'un père qui aimait son enfant. Puis, une nuit, mon téléphone a sonné à 11 heures. Le numéro du manoir. Mademoiselle Moreau, le jeune maître a une forte fièvre. Il n'arrête pas d'appeler votre nom. La voix de Madame Dubois tremblait. Je ne me souviens même plus comment je me suis habillé et j'ai quitté mon appartement. Je savais seulement que 20 minutes plus tard, j'étais assise à côté du lit de Julien, tenant la main du garçon qui brûlait de chaleur, essuyant la sueur de son front avec un linge frais. Il délirait, appelant sa maman à travers la fièvre. Et j'ai eu l'impression que mon cœur était déchiré en deux. Je suis resté éveillé toute la nuit, changeant le linge toutes les 15 minutes, murmurant des histoires à son oreille. Même si je ne savais pas s'il pouvait hanter, chantant les berceuses que ma mère me chantait quand j'étais petite. J'étais si fatigué que je n'ai même pas su quand ma tête s'est finalement posée à côté du lit. Pierre est rentré à 3 heures du matin. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre de son fils et a observé la scène. Moi endormi, la tête penchée près du lit, ma main tenant toujours celle de Julien, mes cheveux tombant sur mon visage, ma respiration régulière dans un épuisement pur. Il est resté là longtemps, me regardant avec une expression que, si j'avais été éveillé, je n'aurais pas comprise. Puis il s'est avancé, a pris une couverture sur la chaise canapé et l'a délicatement posée sur moi. Il s'est assis sur la chaise à travers la pièce et a veillé sur nous deux jusqu'à l'aube. Je me suis réveillé quand les premiers rayons du soleil se sont glissés à travers les rideaux. J'ai sursauté en voyant Pierre assis en face de moi, les yeux ouverts comme s'il n'avait pas dormi du tout. Vous êtes resté ici toute la nuit. Vous aussi. J'ai regardé Julien. Sa respiration était régulière. Ses joues n'étaient plus rouges. La fièvre était tombée. Un soulagement m'a envahi. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Pierre a parlé, sa voix basse comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à moi. Vous êtes comme elle, pas dans votre apparence, mais dans la façon dont vous aimez Julien. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Elle, votre femme. Pierre a hoché la tête, ses yeux toujours fixés sur son fils endormi. Claire, elle est morte quand Julien avait 2 ans. Je suis désolé. Cancer. La voix de Pierre est restée égale, mais j'ai entendu la douleur sous-jacente. Nous l'avons découvert trop tard. J'ai tout l'argent du monde, Mademoiselle Moreau. Je peux tout acheter. Acheter n'importe qui. Mais je n'ai pas pu lui acheter un jour de plus. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Ma mère aussi, cancer aussi, pas assez d'argent, aussi parti. Pierre m'a regardé. Marcel m'a dit, votre mère aussi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge s'est serrée. Je suis désolé, a dit Pierre, et je savais qu'il le pensait. Nous nous sommes assis en silence, tous les deux regardant Julien dormir, tous les deux pensant aux femmes que nous avions perdues. Pour la première fois, je n'ai plus vu Pierre Vitali comme un terrifiant chef mafieux. J'ai seulement vu un homme qui avait perdu sa femme, qui ne savait pas comment élever un enfant seul, qui faisait de son mieux de la seule manière qu'il connaissait. 1 mois après la nuit où j'étais resté éveillé à côté du lit de Julien, des rumeurs à mon sujet ont commencé à atteindre des oreilles qui n'avaient rien à y faire. Gianni Moretti, le chef mafieux rival opposé à la famille Vitali, a appris que Pierre avait une nouvelle femme dans son entourage. Pas une amante, pas une épouse, mais assez importante pour qu'il la protège, assez importante pour devenir une faiblesse. Cet après-midi-là, j'ai fermé sucre et épices à 6 heures, comme d'habitude. Je suis entré dans la ruelle étroite derrière la boutique où je gardais les poubelles, et 2 silhouettes sombres ont bloqué mon chemin. 2 grands hommes en costume noir, les visages froids et taillés dans la pierre. Mary Moreau. L'un d'eux a parlé,
sa voix comme du métal qui racle. Éloignez-vous de Pierre Vitali, ceci est votre seul avertissement. Mon cœur a plongé dans le chaos. J'ai dégluti, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis détaché. Vous n'avez pas besoin de savoir, vous avez juste besoin d'écouter. L'autre homme s'est avancé, me dépassant d'une tête entière. La prochaine fois que nous vous verrons, ce ne seront pas des mots. Puis ils se sont retournés et ont disparu dans l'ombre, comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté là, tremblant, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai pensé appeler Pierre, j'ai pensé en parler à Marcel, puis j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas que ça prenne plus d'ampleur que ce que c'était. Je ne voulais pas être perçu comme un fardeau. Je ne voulais pas que Pierre pense que j'étais faible, ayant besoin de protection comme une enfant. Ce ne sont que des menaces, me suis-je dit quand je suis rentré dans mon petit appartement. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai vérifié les fenêtres 3 fois avant d'aller me coucher. Ça ira. Une semaine plus tard, ils sont revenus. 7 fois, pas dans une ruelle sombre. 7 fois, juste devant ma boulangerie, un plein jour, après que le dernier client venait de partir, ces 2 hommes sont entrés, ont fermé la porte derrière eux et ont retourné l'enseigne de ouverte et fermée. « Vous n'avez pas écouté », a dit le premier, sa voix plus froide qu'avant. Cette fois, pas d'avertissement. Le deuxième homme s'est rapproché. J'ai reculé jusqu'à ce que mes épaules heurtent le mur. Plus d'endroits eût fuir. J'ai cherché autour de moi quelque chose, n'importe quoi que je pourrais utiliser, mais il n'y avait rien d'autre que des chaises en bois et un fragile comptoir en verre. L'homme a levé la main et j'ai pensé que c'était le moment de ma mort. Mais au lieu de la peur, autre chose s'est enflammée en moi. La rage. J'avais eu peur toute ma vie, peur de perdre ma mère, peur de perdre mon père, peur d'être abandonné, peur de manquer d'argent, peur de l'échec. J'avais vécu dans la peur trop longtemps. Je ne voulais plus avoir peur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré les poings et j'ai regardé l'homme droit dans les yeux. « Vous croyez que j'ai peur? » Ils se sont arrêtés, surpris par la fermeté de ma voix. J'ai perdu ma mère à 14 ans. Mon père est allé en prison à 16 ans. J'ai survécu au système de placement. J'ai déménagé de maison en maison comme quelque chose dont personne ne voulait. J'ai dormi dans la rue quand je n'avais plus nulle part où aller. J'ai travaillé 16 heures par jour juste pour me permettre un appartement de la taille d'une boîte d'allumettes. Je me suis avancé et l'homme a reculé sans le vouloir. Vous croyez que quelques menaces me feront fuir? Je ne suis pas une fille riche enveloppée dans de la soie. Je suis une survivante. J'ai traversé l'enfer et je suis toujours là. Je les ai fixés sans ciller. Allez dire à votre patron que je ne vais nulle part. Les 2 hommes se sont regardés et quelque chose comme du respect a traversé leurs yeux. Puis sans un mot de plus, ils se sont retournés, sont sortis de la boutique et ont disparu. Je suis resté là jusqu'à ce que je sois sûr qu'ils étaient partis. Et puis mes genoux ont lâché et je me suis effondré sur le sol. Tout mon corps tremblait de manière incontrôlable. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas permis de pleurer. Je ne savais pas que Marcel me surveillait depuis longtemps sur ordre de Pierre. Je ne savais pas que la caméra à l'intérieur de la boutique avait tout enregistré. Je ne savais pas cela. 2 heures plus tard, Pierre Vitali a regardé cette vidéo et son visage est devenu plus terrifiant que jamais. La Maserati noire s'est arrêtée brutalement devant la boutique à 8 heures ce soir-là alors que j'étais assise seule dans l'obscurité, sans même prendre la peine d'allumer les lumières. Pierre est entré et a claqué la porte derrière lui. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? » Sa voix était glaciale. Je me suis levé, mon visage s'est durci. « Parce que je n'ai pas besoin de vous pour me protéger. Je peux me débrouiller seul. » Vous ne comprenez pas. Pierre s'est rapproché, les yeux allumés de colère. « Moretti ne bluffe pas. Ils ont tué des gens. Ils peuvent vous blesser quand ils veulent. » Et alors?
J'ai crié en retour, toute ma retenue brisée. Je ne suis pas votre propriété. Je ne vous appartiens pas. Pierre a claqué sa main sur la table assez fort pour faire sauter le petit vase. Vous appartenez à Julien. Silence, je me suis tenu là, respirant vite, le fixant. Pierre s'est détourné, sa voix baissant, presque un murmure. Et moi, je ne supporte pas de perdre qui que ce soit d'autre. Ma colère s'est vidée. Claire aussi. Pierre a continué, le dos toujours tourné vers moi. Elle ne m'a rien dit non plus quand elle souffrait. Elle l'a caché, a caché les symptômes parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Au moment où j'ai su, il était trop tard. Stade avancé, plus rien à sauver. J'ai senti mon cœur se serrer jusqu'à faire mal. Je suis désolé. Je n'y ai pas pensé. Pierre s'est retourné vers moi et pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Pas la peur des ennemis, pas la peur de mourir, la peur de la perte. À partir de maintenant, tout ce qui se passe, vous me le dites. D'accord? J'ai hoché la tête, ne me fiant pas à ma propre voix. 2 semaines après la nuit où nous nous sommes disputés à la boulangerie, tout a changé. Je ne savais pas ce que Pierre avait fait aux hommes qui m'avaient menacé, et je n'ai pas demandé. Je savais seulement qu'ils n'étaient plus jamais apparus et que Marcel et 2 autres gardes ont commencé à me suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès l'instant où je quittais mon appartement jusqu'au moment où j'y retournais. Au début, cela me faisait me sentir piégé, mais petit à petit, je me suis habitué à leur présence discrète. La vie a continué. J'ouvrais toujours la boulangerie tous les matins, allais toujours au manoir Vitali 3 après-midi par semaine, aidais toujours Julien avec ses devoirs et lui racontais des histoires avant qu'il ne s'endorme. Mais quelque chose s'est déplacé entre moi et Pierre. Les regards qui s'attardaient plus longtemps que nécessaire. Les moments où nos mains se frôlaient accidentellement lorsque nous étions tous les deux près de Julien. Les fois où Pierre rentrait plus tôt que d'habitude, comme s'il voulait me voir avant que je ne parte. Le silence entre nous n'était plus lourd et tendu. Il est devenu quelque chose de facile, de calme, comme si nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre. Cette nuit-là, après que Julien fut endormi, je ne suis pas parti tout de suite comme d'habitude. Je suis sorti dans le jardin derrière le manoir, je me suis assise sur le banc de pierre à côté de la fontaine et j'ai levé le visage vers le ciel nocturne. Paris montrait rarement beaucoup d'étoiles, mais ce soir-là, l'air était exceptionnellement clair et les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. J'ai entendu des pas derrière moi et je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Pierre s'est assis à côté de moi, pas trop près, mais pas trop loin. Nous sommes restés silencieux pendant longtemps, regardant tous les deux le ciel. « Vous ne partez pas. » Pierre a parlé le premier. « J'atteins un taxi. Laissez-moi vous conduire. » Non, le silence est revenu, mais aucun de nous n'a bougé. Puis Pierre a dit, sa voix basse, comme une confession. « Je ne sais pas comment faire ça. » Je me suis tourné pour le regarder. Faire quoi? Pierre ne m'a pas regardé, ses yeux toujours fixés sur le ciel, bien que je savais qu'il ne regardait pas vraiment les étoiles. Se soucier de quelqu'un. Après Claire, j'ai tout arrêté. J'ai pensé que ce serait plus ça comme ça. Si vous n'aimez personne, vous ne pouvez perdre personne. Si vous ne faites confiance à personne, vous ne pouvez pas être trahi. J'ai compris. J'ai compris mieux que quiconque. Moi aussi, ai-je dit, ma voix douce comme le vent. Après avoir perdu ma mère, perdu mon père, je n'ai plus fait confiance à personne. J'ai construit des murs autour de moi et je n'ai laissé personne entrer. Pierre s'est tourné vers moi. Mais vous faites confiance à Julien. Julien est un enfant. Les enfants ne connaissent pas la trahison. Ils aiment de tout leur cœur, sans calcul, sans condition. Silence, Yamis. Puis Pierre a demandé, sa voix plus rauque. Et moi, j'ai regardé dans ses yeux à la pâle lumière de la lune. Je n'ai pas vu le terrifiant chef mafieux que toute la côte Est craignait.
J'ai vu un homme solitaire qui avait perdu la personne qu'il aimait, qui avait gardé son cœur scellé pendant 4 ans et qui avait peur maintenant, peur du rejet, peur de s'ouvrir et d'être à nouveau blessé. Je, je veux vous faire confiance, ai-je murmuré. Pierre a levé la main lentement comme s'il avait peur que je me retire. Ses doigts ont touché ma joue, doux, hésitant. Je n'ai pas reculé. Je me suis penché dans sa paume et j'ai fermé les yeux, sentant la chaleur se répandre de ses doigts. Puis Pierre s'est penché et nos lèvres se sont rencontrées. Le premier baiser n'était pas féroce, pas comme dans les films, tout de chaleur et de faim. Il était doux, hésitant, comme si nous avions tous les deux peur de casser quelque chose de fragile. Comme deux personnes qui avaient oublié comment aimer apprenaient à nouveau depuis le début. Un petit pas à la fois, une respiration à la fois. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu que les yeux de Pierre étaient humides. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin. J'ai posé ma tête sur son épaule et il m'a entouré d'un bras. Nous sommes restés ainsi dans le jardin silencieux sous un ciel étoilé jusqu'à ce que l'aube rose ici effleure l'horizon. 2 mois après cette nuit dans le jardin, j'ai officiellement emménagé au manoir Vitali. J'ai gardé sucre et épices. Je me levais toujours à 4 heures du matin pour pétrir la pâte et faire des gâteaux. Mais chaque soir, je rentrais chez Pierre et Julien au lieu de l'appartement solitaire de Belleville. Julien était le plus heureux de tous. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a couru dans la maison, m'a serré dans ses bras et m'a demandé encore et encore. « Mademoiselle Marie, tu peux rester pour toujours. Tu ne repars plus, n'est-ce pas? » Je me suis agenouillé, je l'ai tenu fort et j'ai hoché la tête. Je suis là, je ne vais nulle part. Une nouvelle vie a commencé, étrange, somptueuse et parfois encore si irréelle. J'avais l'impression de rêver. Mais il y avait une chose que je n'avais pas encore faite. Une chose que je savais devoir faire si cette relation devait être vraiment sérieuse. Je devais emmener Pierre rencontrer Tati Louise. « Tu es sûr? » a demandé Pierre quand je lui ai dit ce que j'avais l'intention de faire. C'est elle qui je suis. Ma tante n'est pas facile à tromper. J'ai rencontré son regard. Elle le découvrira si elle ne le sait pas déjà, mais si nous sommes sérieux, elle le doit savoir. C'est la seule famille qu'il me reste. Pierre est resté silencieux un instant, puis il a hoché la tête. Ce dimanche après-midi-là, la Maserati noire s'est arrêtée devant un vieil immeuble de Montmartre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les fissures familières dans les murs, l'escalier de secours rouillé, les enfants jouant sur le trottoir. C'était là que j'avais grandi après avoir quitté les familles d'accueil, là où Tati Louise m'avait donné un foyer quand personne d'autre ne voulait de moi. L'appartement de Tati Louise était petit et simple, aussi éloigné du manoir Vitali que la nuit du jour, mais il était propre, chaleureux et rempli de l'odeur de poulet rôti qui flottait depuis la cuisine. Tati Louise avait préparé le dîner comme je savais qu'elle le ferait. Poulet rôti puré de pommes de terre, une salade verte, une nourriture simple mais faite avec amour. Julien s'est assis poliment à la table, l'appelant « Madame », avec un respect attentif quand Tati Louise lui a demandé s'il avait faim. Pierre a essayé d'agir normalement, mais son costume coûteux et la montre à son poignet détonnaient dans cet appartement modeste. Il n'était pas à l'aise et Tati Louise l'a vu. Elle voyait tout. Pendant le dîner, Tati Louise n'a pas dit grand-chose. Elle s'est contentée d'observer, ses yeux vifs fixant Pierre comme si elle lisait chaque page du livre de sa vie. J'ai essayé de maintenir une ambiance légère, parlant de la boulangerie, des progrès de Julien à l'école, mais je savais que la tempête arrivait. Après le dîner, quand Pierre et Julien étaient assis dans le petit salon à regarder la télévision, Tati Louise m'a entraîné dans la cuisine. Elle a fermé la porte et son visage est devenu grave. « Tu sais ce qu'il fait? » J'ai pris une lente inspiration. « Tati, ne me dis pas Tati. » La voix de Tati Louise est devenue dure. « C'est la mafia. C'est un criminel. C'est le genre de personne qui a détruit la vie de ton père. » J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Pierre n'est pas comme mon père. Il n'est pas faible. Faible.
Tati Louise a laissé échapper un rire amer. Ton père était faible, et c'est pour ça qu'il est allé en prison. Cet homme, il est dangereux. Et ce danger va t'entraîner en prison, toi aussi, ou pire, dans un cercueil. Tu ne comprends pas. Je comprends. Tati Louise m'a coupé, ses yeux brillants. Je vois comment tu le regardes. Je vois comment tu regardes ce garçon. Tu les aimes. Je sais que tu les aimes. Mais l'amour ne te protège pas des balles, Marie. L'amour n'empêche pas ses ennemis de venir te chercher. Silence, et je ne savais pas quoi dire. Puis Tati Louise a soupiré, sa voix s'adoucissant, fatiguée et triste. J'ai perdu ma sœur à cause de la maladie. J'ai perdu mon beau-frère à cause de la prison. Tu es la seule chose qu'il me reste de ma sœur. Tu es tout ce que j'ai. Elle m'a regardé, les yeux humides. J'ai peur de te perdre. Je me suis avancé et j'ai serré ma tante dans une étreinte serrée. Je comprends pourquoi tu as peur, mais j'ai choisi. Tati Louise, je les aime. Je ne peux pas les quitter. Tati Louise a tenu sa nièce et a laissé échapper un souffle lourd. Alors promette-moi si quoi que ce soit arrive, quoi que ce soit, tu cours. Tu reviens ici. D'accord? D'accord, je promets. Des pas ont retenti derrière nous. Nous nous sommes toutes deux retournées et avons vu Pierre se tenir dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son visage impassible, mais ses yeux disaient tout. Il avait tout entendu. Louise. Sa voix était basse, mesurée. Je sais que je ne mérite pas votre nièce. Je sais que mon monde est dangereux, mais je la protégerai de ma vie. C'est ma promesse. Tati Louise l'a regardé longtemps, ses yeux vifs pesant chaque trait de son visage. Puis elle a parlé, sa voix toujours froide, mais plus ouvertement hostile. Les mots sont faciles, les actions sont difficiles. Je surveillerai pour voir si vous pouvez le faire. 3 ans se sont écoulés. En 2022, je suis devenu une partie de la famille Vitali dont on ne pouvait plus la séparer. Pierre et moi n'étions pas officiellement mariés, mais de toutes les manières importantes, j'étais la mère de Julien. Sucre et épices avaient ouvert un deuxième emplacement à la Défense. Julien avait 9 ans maintenant, plus grand, brillant et plus heureux que quiconque aurait pu l'imaginer comparé au garçon solitaire que j'avais rencontré par cette nuit pluvieuse il y a longtemps. Mais un nuage sombre se formait. Gianni Moretti, le vieil ennemi qui n'avait jamais oublié sa rancune, avait passé 3 ans à bâtir une alliance. Il avait rallié d'autres familles mafieuses, des hommes jaloux du pouvoir de Pierre, des hommes qui voulaient une plus grande part du gâteau, des hommes avec des vendettas personnels qu'il nourrissait en silence. Il voulait renverser l'Empire Vitali et Moretti voulait la tête de Pierre servie sur un plateau d'argent. J'ai senti le changement avant même de pouvoir le voir. Pierre a commencé à rentrer plus tard, parfois ne revenant pas avant l'aube. Il semblait plus épuisé, ses yeux gris marqués d'ombre dus au manque de sommeil. Son visage était tendu comme un fil, prêt à rompre. Il est devenu plus froid, plus silencieux, se cloîtrant souvent dans son bureau pendant des heures, la porte fermée. Il a arrêté de lire des histoires à Julien au coucher. Les réunions privées sont devenues constantes. Des hommes au visage tendu entraient et sortaient du manoir comme une porte-tambour. Le personnel de sécurité a doublé. Marcel était toujours aux côtés de Pierre, sa main jamais loin de l'arme sous sa veste. L'air dans la maison est devenu lourd comme il le fait juste avant qu'une tempête n'éclate. Julien l'a ressenti un soir, alors que je rangeais sa chambre après qu'il était censé être endormi. Julien s'est soudainement assis, l'inquiétude brillant dans l'obscurité. « Maman, papa va bien? » J'ai figé. Mon cœur a semblé rater un battement. Maman, c'était la première fois que Julien m'appelait d'ainsi. Pas Mademoiselle Marie comme avant. Maman, j'ai essayé d'avaler le nœud serré dans ma gorge. Je me suis assise à côté de son lit et j'ai lissé ses cheveux en arrière. Papa est occupé, mon chou. J'ai peur, a murmuré Julien, sa voix tremblante. J'ai peur que papa parte et ne revienne pas.
comme maman Claire. Je l'ai serré fort, sentant mon cœur se déchirer en deux. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je ne pouvais pas rester assise et regarder ma famille se briser, regarder Pierre s'épuiser, regarder Julien vivre dans la peur chaque jour. Cette nuit-là, quand Pierre est rentré à 2 heures du matin, je l'attendais dans son bureau. Il s'est arrêté quand il m'a vu, surpris. « Vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Et je dis, franche et nette, pas de détour, pas de douceur. Continuez quoi? Ça, rentrer à 2 heures du matin toutes les nuits. Ne pas regarder votre fils, ne pas me parler. Vous vous tuez, Pierre. Pierre a expiré, épuisé jusqu'à l'os. Vous ne comprenez pas, c'est la guerre, Marie. Si je n'agis pas, Moretti nous détruira tous. Je comprends. Je me suis rapproché et j'ai pris sa main. Je comprends plus que vous ne le pensez. Et je comprends que si la guerre éclate vraiment, Julien perdra son père, je vous perdrai. Est-ce le prix que vous voulez payer? Pierre a retiré sa main, ses yeux devenant froids. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me mette à genoux et que je les supplie de nous épargner? Que je cède du territoire et que j'attende de mourir? Je veux que vous négociez. Pierre a ri, mais il n'y avait pas une once d'humour dans son rire. Négocier avec Moretti. Il veut ma tête sur un plateau. Vous ne comprenez pas? Si, je comprends. Je n'ai pas scellé. Mais qu'en est-il de sa femme? Qu'en est-il de sa famille? Ils ont aussi des enfants, Pierre. Ils ont aussi quelque chose à perdre. Pierre m'a fixé, ses yeux gris se rétrécissant. Qu'est-ce que vous manigancez? Je vais rencontrer Léa Moretti. Les femmes parlent aux femmes. Vous, les hommes, vous ne connaissez que les armes et les poings, mais les femmes se comprennent. C'est aussi une mère. Elle ne veut pas non plus perdre son mari, perdre son enfant dans cette guerre insensée. Non, a rugi Pierre assez fort pour que je recule instinctivement. Vous êtes folle? C'est du suicide. Vous pensez que Moretti laissera sa femme vous rencontrer et vous renvoyer en un seul morceau? Vous serez morte avant d'avoir fini une phrase. La guerre est un suicide. J'ai pris une lente inspiration et j'ai soutenu son regard. Je ne demande pas la permission, Pierre. Je vous le dis. Un silence tendu a envahi la pièce. Pierre m'a regardé, les yeux remplis de douleur et de peur. Vous savez, si vous y allez, je ne pourrai pas vous protéger. Je sais. J'ai hoché la tête. Mais si je n'y vais pas, il ne restera rien à protéger. Pierre n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il est resté dans son bureau, me regardant dormir à travers la caméra de sécurité, et il a pensé que j'avais raison. Il savait que j'avais raison. La guerre n'avait jamais de vainqueur, seulement des gens qui perdaient moins. Et avec l'alliance que Moretti avait bâtie, il n'était pas sûr d'être celui qui perdrait le moins. Le lendemain matin, il m'a appelé dans son bureau. J'accepte. Je l'ai fixé, ne faisant pas confiance à mes oreilles. Vous, j'accepte de vous laisser rencontrer Léa Moretti, a dit Pierre, sa voix lourde. Mais il y a des conditions. Terrain neutre, un lieu public, en plein jour et sécurité maximale. Marcel et son équipe seront à proximité, hors de vue, mais suffisamment proches pour intervenir si quelque chose arrive. J'ai hoché la tête. D'accord. Et vous me promettez. Pierre m'a pris la main, ses yeux remplis d'inquiétude. S'il y a le moindre signe de danger, vous courez. Vous n'êtes pas une héroïne, vous n'êtes pas un sacrifice, vous courez. D'accord, je promets. 3 jours plus tard, tout était organisé. Un restaurant italien à Montmartre, un territoire neutre n'appartenant à aucun des deux camps, a été choisi. Midi, en plein jour, lorsque le restaurant serait bondé de clients du déjeuner. Léa Moretti avait accepté de me rencontrer, peut-être par curiosité, peut-être parce qu'elle aussi était fatiguée de la guerre qui approchait. Je suis entré seul dans le restaurant comme convenu. J'étais habillé simplement, une robe bleu marine et un manteau blanc, pas de bijoux coûteux, rien qui évoquait la richesse des Vitali. Je voulais que Léa voie qui j'étais vraiment,
pas une reine mafieuse, juste une femme ordinaire. Léa Moretti était déjà assise à une table d'angle, positionnée pour observer toute la pièce. Elle avait environ 40 ans, les cheveux noirs coupés courts et précis, un visage froid comme la glace et des yeux noirs vifs remplis de suspicion. 2 gardes du corps se tenaient derrière elle, les bras croisés, leur regard ne me quittant jamais. Je me suis approché et me suis assise en face de Léa. Les 2 femmes se sont étudiées en silence. Léa a parlé la première, son ton teinté de moquerie. « Vous êtes la fille de Pierre Vitali ou sa nouvelle maîtresse? » Je n'ai pas scié. « Non, je suis celle qui essaye d'éviter que nous devenions toutes les 2 veuves. » Léa a levé un sourcil, puis a laissé échapper un rire froid. « Et qui pensez-vous être pour venir parler de paix ici? Savez-vous à quel point la haine est profonde entre mon mari et Pierre Vitali? Savez-vous combien de personnes sont mortes à cause de cette guerre? » Oui, j'ai hoché la tête, et je sais que beaucoup d'autres mourront si personne n'est prêt à arrêter. « Alors qui êtes-vous? » Léa a incliné la tête, me regardant comme si elle étudiait une espèce étrange. « Vous ne ressemblez pas aux femmes de ce monde. » Parce que je ne suis pas de ce monde. J'ai rencontré son regard. Je ne suis personne. Je suis une serveuse de nuit dans un restaurant coréen de Belleville. Il y a 4 ans, j'ai trouvé le fils de Pierre Vitali seul à 3 heures du matin. Je l'ai ramené chez lui et ma vie a changé à partir de ce moment-là. La surprise de Léa s'est lue sur son visage. Ce n'était pas l'histoire qu'elle attendait. J'ai continué. Je ne suis pas né dans votre monde. Je ne comprends pas vos règles. Je ne sais pas qui doit le sang de qui a trahi qui en premier. Mais je comprends une chose. La guerre n'a pas de vainqueur. Seulement des gens qui perdent moins. Et peu importe qui gagne, les enfants perdront toujours leur père. Les femmes perdront toujours leur mari. Les mères pleureront toujours sur les cercueils de leurs enfants. Silence. Léa n'a pas parlé. Mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux noirs froids. Mon mari n'arrêtera pas, a finalement dit Léa, sa voix plus basse. Il a juré de détruire Vitali. C'est son honneur. Je ne lui demande pas d'arrêter, ai-je dit. Je vous demande de penser à votre enfant. Léa a figé. Vous avez un fils de 7 ans. Ai-je poursuivi, ma voix douce mais ferme. Je sais, il s'appelle Lucas. Il va à Saint-Augustin. Il aime le football et il a un chien nommé Biscuit. Léa est devenue pâle. Je ne vous menace pas, ai-je dit rapidement. Je veux juste que vous sachiez, je comprends. Je comprends parce que Julien est le même. Un garçon de 9 ans qui a peur chaque nuit, me demandant si son père va rentrer à la maison. Il a perdu sa mère à 2 ans. Il ne peut perdre personne d'autre. Le silence s'est étiré. Léa a fixé la table, ses mains serrées l'une contre l'autre. « Mon fils » a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement. « Il a peur chaque fois que mon mari quitte la maison. Chaque matin, il demande « Papa va-t-il revenir ?» Chaque nuit, il ne peut dormir avant d'entendre la voiture de mon mari s'arrêter. Julien aussi, ai-je dit, ma voix épaissie. Les 2 femmes se sont regardées, et à ce moment-là, elles n'étaient pas des ennemies. Elles n'étaient que 2 mères aimant leurs enfants, terrifiées de perdre ce qu'elles aimaient. « Que voulez-vous » a demandé Léa, sa voix adoucie maintenant. « Une rencontre, ai-je dit, entre Pierre et Gianni. Pas d'armes, pas de garde du corps, pas de menaces. Juste parler. 2 hommes s'asseyent et trouvent un moyen de mettre fin à cela avant qu'il ne soit trop tard. » Léa a secoué la tête. « Mon mari ne m'écoutera pas. Il vous aime, ai-je dit. Je le vois à la façon dont il vous protège, à la façon dont il vous tient éloigné du danger. Il écoutera si vous le dites de la bonne manière, si vous lui montrez que ce n'est pas une question d'honneur ou de territoire, mais de famille. » Léa est restée silencieuse pendant longtemps, puis elle s'est levée, me regardant. « Je ne promets rien, mais j'y penserai. » Je me suis levé aussi. « C'est tout ce que je demande. » Léa s'est retournée et est sortie avec ses 2 gardes qui la suivaient. Mais avant de quitter le restaurant, elle s'est arrêtée,
m'a regardé une dernière fois. Vous êtes courageuse, serveuse, ou vous êtes folle. Je n'ai pas encore décidé. Puis elle est partie. Dehors, Pierre attendait dans la voiture, son visage tendu. Quand je suis sorti, il est venu vers moi immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? » J'ai fait un sourire fatigué. Elle y réfléchira. Rien n'est encore certain. Pierre m'a serré dans ses bras, me tenant fort comme s'il avait peur que je disparaisse. « Vous êtes folle, vous le savez. » Peut-être, j'ai murmuré contre son épaule, mais parfois, il faut un peu de folie pour tout changer. 2 semaines plus tard, la nouvelle est tombée. Gianni Moretti avait accepté de rencontrer Pierre Vitali. 2 ans se sont écoulés après cette rencontre capitale avec Léa Moretti. Les négociations entre Pierre et Gianni se sont étirées sur des mois. Tendues, crispées, remplies de moments qui semblaient pouvoir s'effondrer à tout moment. Mais finalement, ils sont parvenus à un accord. Les territoires ont été redessinés. Les intérêts ont été équilibrés. Et surtout, il n'y a pas eu de guerre, pas de sang versé, pas de veuves, pas d'enfants orphelins. Je ne suis jamais apparu dans les discussions officielles, mais tout le monde savait que j'étais celle qui avait ouvert la première porte. Dans le monde souterrain, les gens ont commencé à m'appeler d'un nouveau nom, la médiatrice. La petite serveuse de Belleville avait fait ce que des décennies de négociations entre chefs puissants n'avaient jamais réussi à faire. En 2024, la vie était plus stable que jamais. Julien avait 11 ans maintenant, grand, fort, le meilleur élève de sa classe et surtout heureux. Il n'était plus une ombre silencieuse aux yeux trop vieux pour son âge. Il riait davantage, parlait plus, avait des amis, et chaque soir, il me demandait encore de lui raconter une histoire avant de dormir. Même s'il devenait grand, Sucre et Épices avaient ouvert un 2e emplacement à la Défense, près du manoir Vitali. J'ai embauché des employés des quartiers pauvres, leur donnant des chances comme on m'en avait donné une fois. Je voulais rendre à la vie ce que j'avais reçu. Pierre aussi a changé. Il était moins tendu, rentrait plus tôt, souriait davantage. Il prenait du temps pour Julien, lisait à son fils tous les soirs comme avant, jouait au ballon avec lui le week-end, et me regardait avec une expression que je n'aurais jamais cru voir dans ses yeux. L'amour. Une nuit de fin d'automne, alors que des feuilles dorées couvraient les rues de Paris, Pierre m'a dit de me préparer. « Je veux te montrer quelque chose », a-t-il dit, mystérieux. Je me suis interrogé, mais je n'ai pas demandé. J'ai mis la robe rouge que Pierre aimait, porté les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour mon anniversaire, et je suis monté dans la Maserati noire familière. Pierre a roulé toute la nuit, passant Paris, puis Montmartre en direction de l'Est. J'ai reconnu la route quand nous avons traversé le périphérique. Quand les enseignes coréennes ont commencé à apparaître des 2 côtés de la route. Quand l'odeur légère de kimchi et de viande grillée a flotté dans l'air. Belleville. Nous retournions à Belleville. Mon cœur a battu plus vite quand la voiture s'est arrêtée devant un restaurant familier. L'enseigne néon était toujours là, plus vieille maintenant, plus sombre. Le dragon doré, l'endroit où tout avait commencé. « C'est ici », ai-je murmuré, ma voix épaissie. Pierre a coupé le moteur et m'a regardé. « L'endroit où je vous ai trouvé, ou plus exactement, où Julien vous a trouvé. » Nous sommes sortis et nous nous sommes tenus sous l'auvent familier. La pluie a commencé à tomber dans légère bruine, comme il y a 5 ans, comme si le ciel se souvenait aussi. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu le comptoir où j'avais l'habitude d'essuyer des choses à 3 heures du matin. J'ai vu la porte où un garçon de 6 ans trempé était entré et avait changé ma vie pour toujours. « Il y a 5 ans, » a dit Pierre, sa voix basse et chaude. « Mon fils s'est perdu sous la pluie. Je ne savais pas comment l'élever seul. Je ne savais pas comment lui donner l'amour dont il avait besoin. Je pensais avoir tout perdu quand Claire est morte. » Il a fait une pause et a rencontré mes yeux. Puis, d'une manière ou d'une autre, il a trouvé son chemin vers vous. Une serveuse de nuit sans argent, sans pouvoir, rien du tout, sauf un cœur assez grand pour aimer un enfant perdu. J'ai senti les larmes monter,
et je ne les ai pas arrêtés. Pierre a reculé et à ma grande surprise, il s'est agenouillé sur le sol mouillé. De l'intérieur de sa veste de costume, il a sorti une petite boîte en velours noir et l'a ouverte. Un diamant scintillait sous la lumière néon. Marie Moreau. Sa voix tremblait, et pour la première fois, je l'ai vu trembler. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé tout cet empire de la guerre. Vous m'avez donné quelque chose que tout mon argent et mon pouvoir ne pouvaient acheter. Vous m'avez donné une famille. Vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez donné de l'amour. Il a levé les yeux vers moi, les yeux embués de larmes. Voulez-vous officiellement devenir famille avec Julien et moi? Voulez-vous être ma femme? J'ai pleuré. Les larmes coulaient sur mes joues, se mêlant à la pluie fine. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. J'ai hoché la tête, riant à travers mes larmes. Oui, oui, oui. Pierre s'est levé, a glissé la bague à mon doigt et m'a serré dans ses bras. Nous nous sommes embrassés sous l'auvent du dragon doré, sous la pluie douce, comme si le temps remontait 5 ans en arrière, à cette nuit-là. Puis la porte du restaurant a éclaté. « Maman! » Julien a couru, son visage rayonnant, les yeux brillants. Il avait attendu à l'intérieur avec Marcel pendant la dernière heure, aussi nerveux que son père. « Maman, c'est vrai? Tu vas vraiment être ma maman? Tu resteras avec papa et moi pour toujours, n'est-ce pas? » Je suis tombé à genoux et je l'ai serré fort, les larmes coulant librement. « Je serai ta maman pour toujours, je te le promets. » Pierre a entouré ses bras autour de nous deux. Et nous trois, nous sommes tenus là sous l'auvent du petit restaurant où tout avait commencé, nous serrant l'un l'autre sous la pluie, pleurant et riant en même temps, la famille. Enfin, nous étions une vraie famille. Aujourd'hui, en 2026, Marie Moreau-Vitali, 34 ans, se tient derrière la caisse de sucre et épices, l'emplacement de Montmartre, l'endroit où tout a commencé. Je suis marié à Pierre depuis 2 ans, mais nous formions une famille bien avant cela. Julien a 13 ans maintenant, grand, beau, se préparant à entrer au lycée. Il m'appelle toujours maman, me serre toujours dans ses bras tous les matins avant l'école, me demande toujours de lui raconter des histoires même s'il est maintenant adolescent. Cet après-midi-là, la boulangerie est animée comme d'habitude. Des mères poussant des poussettes viennent se reposer. Des employés de bureau s'arrêtent pour un café l'après-midi. Des couples sont assis près de la fenêtre, se murmurant des choses privées. Une vie ordinaire. La paix. Ce que j'ai cru un jour ne jamais avoir. Je jette un coup d'œil par la fenêtre et je vois le ciel s'assombrir. Des nuages gris arrivent de l'est. Mon téléphone vibre doucement. Un message de Julien. « Maman, il va pleuvoir fort cet après-midi. N'oublie pas ton parapluie. Je t'aime. » J'ai souri et j'ai posé le téléphone. Mon fils, le garçon qui s'était autrefois perdu sous la pluie, était maintenant celui qui me rappelait d'apporter un parapluie. La vie est étrange. Je regarde autour de ma petite boulangerie et des souvenirs remontent comme une marée. Je pense à ce que j'ai perdu. Ma mère, la douce femme qui m'a appris à aimer sans condition, partie quand j'avais seulement 14 ans. Mon père, l'homme faible qui a fait une erreur par amour, comptant les jours en prison. Mon enfance ordinaire, les années qui auraient dû être insouciantes et heureuses, volées par un cruel coup du destin. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné. Pierre, l'homme le plus puissant que j'ai jamais connu, et pourtant le plus doux quand il était avec moi, et Julien. Julien, le garçon perdu qui avait trouvé son chemin vers moi par une nuit d'orage et de pluie. Maintenant, mon fils, la lumière de ma vie. Cette boulangerie, le petit rêve que je croyais autrefois ne jamais devenir réalité. Et une famille, une vraie famille, la chose que je croyais autrefois ne pas mériter d'avoir. Je pense au compromis. Vivre dans le monde de Pierre n'était jamais complètement sûr. Il y avait toujours des réunions privées. Il y avait toujours des hommes aux yeux dangereux qui entraient et sortaient du manoir. Il y avait toujours des nuits où Pierre rentrait tard et je restais éveillé à l'attendre. Mais j'étais aussi aimé, protégé, chéri d'une manière que je n'avais jamais été chéri auparavant. Et je pense au choix.
Cette nuit-là, il y a 7 ans, j'aurais pu refuser. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu tourner le dos et faire semblant de n'avoir pas vu un petit garçon trempé debout à la porte de mon restaurant. Ma vie aurait continué, normale, sûre et peut-être très solitaire. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais pris cette petite main glacée et tout avait changé. Dehors, la pluie a commencé à tomber. Les premières gouttes ont frappé la vitre. Glissant en fines traînées, je les ai regardées et j'ai murmuré l'heure qui était gravée à jamais dans mon âme. 2h47 du matin. Juste à ce moment-là, comme pour répondre à ma mémoire, la sonnette a retenti, trempée de la tête aux pieds, les cheveux noirs collés sur le front, l'uniforme scolaire trempé par la pluie. Un garçon de 13 ans, mais à cet instant, il ressemblait exactement au garçon de 6 ans d'il y a des années. Le garçon qui était entré dans ma vie par une nuit d'orage et de pluie et qui n'était jamais vraiment parti. Julien a souri, le sourire que j'aimais plus que tout au monde. Maman, j'ai oublié mon parapluie. J'ai ri et j'ai ouvert grand les bras. Viens ici, mon chou. Julien a couru vers moi et m'a serré fort, trempant ma chemise. Je m'en fichais. Je me suis contenté de tenir mon fils fort, de l'embrasser sur le front et de regarder par la fenêtre où la pluie continuait de tomber. C'était ça, la vie. Des décisions prises à 3 heures du matin, des choix fous, des risques, et au bout du compte, on trouve son chemin. Ce n'est jamais parfait. C'est rarement ce à quoi on s'attend. Mais c'est nous. Et c'est pas rien comme ça.